Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'Iris. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du Chili et de la préparation de la campagne électorale qui se tient actuellement au Chili dans des conditions, encore une fois, un peu compliquées, un peu comme partout en Amérique latine. Élections présidentielles générales qui vont se tenir le 21 novembre. Ces élections vont se tenir alors que dans le même temps, un autre processus politique très important continue de se dérouler dans ce même pays, c'est l'activité de la Convention constitutionnelle qui a pour objectif de préparer un nouveau projet de constitution pour le Chili. Donc je vais parler des deux événements, des deux processus plus exactement, et en essayant un peu de les relier par plusieurs aspects. Alors, un petit point d'état sur la Convention constitutionnelle. On s'en souvient, on en a souvent parlé à l'IRIS, cette Convention constitutionnelle est le fruit, un des produits du grand mouvement social qui avait secoué le Chili peu avant la pandémie de Covid-19 et qui avait obligé le gouvernement de Sebastián Piñera à concéder finalement au mouvement populaire l'organisation de cette Convention constitutionnelle, qui est donc une assemblée constituante qui n'a pas ce nom mais qui en a la fonction et qui a pour objectif de préparer le projet d'une nouvelle constitution et de remise à plat finalement des droits fondamentaux au Chili, et y compris de l'organisation du système politique. Ce processus a été décidé par voie référendum par les Chiliens en octobre 2020, puis en mai 2021, il y a quelques mois, le 15 et le 16, les Chiliens ont été rappelés aux urnes pour élire leurs députés constitutionnels, avec une abstention très forte, j'essaierai d'y revenir, mais en tout cas, les députés ont été élus le 15 mai, et le 4 juillet 2021 a commencé à siéger cette convention constitutionnelle, fort de ses 155 députés, à parité égale hommes-femmes, et avec une représentation des peuples autochtones, des peuples indigènes garantis. Et ce qui avait à l'époque marqué un petit peu cette élection, c'était que le 4 juillet, cette convention a mis à sa tête, à sa présidence, une femme, Madame Elisa Loncón, qui est une femme qui est aussi liée au mouvement autochtone. C'est une première, c'est inédit au Chili. Et désormais, cette convention constitutionnelle vient au mois d'octobre 2021 de voter son règlement général, la manière dont elle va fonctionner, les règles, comment on vote. Alors grosso modo, chaque disposition qui sera décidée sera approuvée si 2/3 des députés votent en sa faveur. Et donc, le 18 octobre 2021, le règlement général a été adopté et 7 commissions techniques ont été mises en place pour commencer à faire le travail de rédaction des projets de dispositions et de nouvelles lois qui intégreront donc cette constitution, avec un processus aussi de consultation et de voyage dans le pays pour les constituants, pour aller récupérer, récolter ce qu'on dirait en France les cahiers de doléances, c'est-à-dire récolter un peu les propositions de la population pour cette constitution. Et après, les députés vont commencer à rédiger et débattre entre eux de ce qui deviendra ensuite le texte de constitution. À partir du 4 juillet 2021, cette convention a 9 mois, éventuellement 12 si elle en a besoin, pour rédiger ce projet de constitution, qui sera soumis in fine à référendum au Chili pour que les Chiliens approuvent ou rejettent ce nouveau projet. Donc on sera quelque part entre juillet 2022 ou bien au mieux au printemps 2022, vers mars-avril, 3 mois avant. Mais entre-temps, et c'est là où je voulais en venir, et parallèlement, se seront tenues des nouvelles élections présidentielles sous le régime de l'actuelle Constitution. Et cette élection, c'est celle dont on va parler, c'est celle qui va se tenir le 21 novembre 2021, donc sous le régime de l'actuelle Constitution. Et cette élection promet d'être très incertaine, promet peut-être de donner au Chili un visage même peut-être nouveau politiquement, dans un pays qui est habitué à une alternance entre la droite et le centre-droit, qui a plutôt dominé toujours la vie chilienne, et puis de temps en temps une incursion du centre-gauche et de la gauche pour quelques mandats. Mais peut-être qu'il y aura là aussi de nouveau quelque chose qui mettra la gauche au pouvoir, puisque aujourd'hui, à l'heure où on se parle, les sondages montrent une élection assez originale, inédite. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le candidat du centre-gauche et de la gauche, qui est un jeune député qui s'appelle Gabriel Boric, qui est un des leaders du mouvement étudiant chilien de l'année 2011, il y a 10 ans, qui était député depuis 2014 au sein du Front élargi, le Frente Amplio, qui représente, disons, la gauche radicale au sein de cette alliance du Front élargi. Aujourd'hui, il a gagné les primaires du Front élargi contre le candidat communiste, et il porte les couleurs de la gauche à la présidentielle chilienne, et
les sondages aujourd'hui le donnent en tête du premier tour. Si la présidentielle avait lieu au jour où nous enregistrons cette vidéo, Gabriel Boric serait premier au premier tour et bien positionné au deuxième tour. Face à qui? Pas face justement, et c'est une des choses un petit peu insolites du moment, pas face au candidat de la droite traditionnelle chilienne, qui est aujourd'hui incarné par le président actuel, Sebastián Piñera, sur lequel je reviendrai, mais quelqu'un d'autre qui s'appelle José Antonio Cast, qui est en fait un peu l'équivalent de Jair Bolsonaro au Chili, qui aujourd'hui est crédité de 15% des voix au premier tour, Gabriel Boric de 22%, et le candidat de Sebastián Piñera seulement, si je puis dire, de 12%. Il s'appelle Sébastien Sichel. Il est troisième, il ne serait pas au deuxième tour. Le deuxième tour opposerait finalement la gauche radicale avec Gabriel Boric, allié au centre-gauche chilien, à la droite dure chilienne qui n'hésite pas à revendiquer son héritage de Pinochet très clairement, puisque José Antonio Cast n'a cesse de dire que si Pinochet était vivant aujourd'hui au Chili, il voterait pour Cast, et son programme, c'est celui d'un populiste de droite, un petit peu dans la droite ligne de Jair Bolsonaro. Il a gagné son statut actuel finalement en critiquant la droite traditionnelle, en considérant qu'elle a été trop molle avec le mouvement social de 2019, qu'ils ont donné trop de concessions à la gauche, notamment avec la constituante. Il considère que ce gouvernement finalement est trop mou d'une manière générale, et qu'il faut revenir à une politique dure, à une politique avec un exécutif fort, qu'il faut renouer des liens avec les États-Unis sur le plan géopolitique, et qu'il faut absolument empêcher le désordre, sous-entendu les mouvements sociaux, le mouvement populaire et la gauche chilienne, de revenir aux affaires dans ce pays à forte tradition conservatrice. Et donc il trouve un terrain assez important parmi ceux qui ont été déstabilisés à droite, voire assez mis en colère par, encore une fois, la décision de Piñera d'accepter un processus constituant, par exemple. Tout ça dans un climat économique très mauvais, puisque, et c'est une des conséquences sociales et politiques de la Covid-19, de la pandémie, le Chili, à l'instar des autres pays américains, vit une situation économique très mauvaise, avec une augmentation de l'inflation, avec une augmentation de la pauvreté, du chômage, avec un État qui sort exsangue et très endetté de la séquence, et puis toujours des campagnes de vaccination qui n'ont pas éradiqué la Covid là comme ailleurs. Mais enfin, en tout cas, une situation économique est très difficile, auquel le gouvernement a du mal à faire face, et puis sur fond aussi de scandales qui arrivent dans la campagne électorale sur Sebastián Piñera, qui a été pointé du doigt dans les Pandora Papers, lancés par le consortium de journalisme et d'investigation, où il est pointé pour la vente d'une entreprise minière qui s'appelle Dominga, qui aurait été faite par ses enfants dans un paradis fiscal. Alors le président Piñera dément tout fondement à cette affaire, mais elle existe, elle est là, elle va de toute façon jouer son rôle dans la campagne électorale. Le président Piñera, au moment où le pays vit très mal et est confronté à une grave crise économique et sociale, est plus ou moins pointé du doigt pour avoir peut-être caché les dividendes ou le profit d'une vente d'une entreprise dans des paradis fiscaux loin de toute fiscalité. Donc, vrai ou pas vrai, l'affaire, elle est déjà là, elle va faire les choux gras de la presse, et évidemment, va être utilisée par ses opposants. Et donc, ça profite aussi à José Antonio Cast, qui montre par là aussi, le fait que Piñera est fini et qu'il faut renouveler la droite sur une nouvelle approche plus autoritaire, plus dure et plus assumée. Et donc, tout ça nous donne un scénario tout à fait inattendu au jour où on se parle dans les sondages, et d'autant plus que ces enquêtes d'opinion montrent aussi que 50% des Chiliens ne savent pas pour qui ils veulent voter aujourd'hui. L'indécision est forte. L'expression des gens, c'est surtout de rejeter tel ou tel candidat plutôt que d'adhérer à tel ou tel candidat. Ça, c'est aussi une tendance lourde qu'on voit en Amérique latine, une défiance qui montre d'ailleurs que partout dans la région, on est encore dans ce moment où il y a surtout une défiance par rapport aux élites politiques, quelles qu'elles soient, de quelque parti qu'ils viennent, et que tout ça peut créer des scénarios dans des élections tout à fait incertains et faire monter d'un seul coup des candidatures dites outsiders ou qui sont un peu en dehors ou qui arrivent à se positionner
positionner en tout cas contre l'establishment, quand bien même ils font partie de cet establishment. Donc c'est le cas de M. Cast, mais qui arrive à creuser son sillon. Ça rappelle d'ailleurs certaines situations ailleurs, en France d'ailleurs aussi actuellement. Et c'est tout ça qui va animer cette campagne électorale, donc qui va nous amener à un premier tour le 21 novembre. Je rappelle qu'au Chili, l'élection n'est pas obligatoire, donc il y aura certainement aussi de l'abstention. C'est un pays de forte abstention en général. Le Chili, on l'avait vu déjà en octobre lors de l'élection au référendum, puisque 50% des Chiliens n'avaient pas participé au référendum sur la constitution dont je parlais tout à l'heure. Donc tout ça va ouvrir un scénario, en tout cas certainement nouveau au Chili, sans qu'on sache bien où il va atterrir aujourd'hui. Si il n'y avait pas de vainqueur au premier tour, alors M. Gabriel Boric aujourd'hui arriverait peut-être au premier tour selon les sondages autour d'une quarantaine de pourcents, derrière lui M. Katz plutôt à 25, on en est là aujourd'hui, ça va évoluer. Il y aurait un deuxième tour à l'élection présidentielle fin décembre, le 19 décembre, un deuxième tour. Alors on aurait donc un président ou une présidente élue fin décembre, sous le régime de la Constitution actuelle, et puis quelques mois plus tard, mars 22 au mieux ou juillet 22, peut-être une nouvelle Constitution qui aurait comme conclusion, comme production, enfin comme produit concret, eh bien le fait qu'il faudrait revenir aux urnes, puisque de nouveau il y aurait une constitution nouvelle, et donc on devrait réorganiser des élections présidentielles et générales dans tout le pays pour que le président et le Congrès eh bien, répondent à la nouvelle loi commune, à la nouvelle loi fondamentale de la Constitution. Donc le Chili est dans une sorte de tunnel électoral, politique, d'expression de la souveraineté populaire, qui vont le mener encore vers des développements qu'on ne peut pas anticiper, mais qui sont en train de montrer que la stabilité historique du Chili, son alternance droite-gauche traditionnelle, eh bien, est en train de céder le pas à autre chose, avec la poussée à la fois d'une polarisation entre des candidats nouveaux, de nouveaux visages, comme Mme Elisa Loncon pour la Convention constitutionnelle, la venue d'une gauche radicale, d'une poussée de la gauche qui est plutôt indiscutable aujourd'hui au Chili, des mouvements sociaux, des mouvements populaires très actifs qui sont capables aujourd'hui de montrer des visages dans la vie politique chilienne, et en même temps de l'autre côté, une réaction conservatrice très forte aussi, qui est en train de s'incarner dans le visage de M. José Antonio Cast, qui pourrait aussi, lui aussi, jouer un rôle important dans les mois qui viennent au Chili. Et donc on a cette polarisation qui est en partie du renouvellement aussi politique, qui sont deux signes assez caractéristiques de la période au Chili que nous suivrons donc dans les mois à venir dans le cadre de ces processus parallèles, mais qui en même temps vont avoir des conséquences l'un sur l'autre à moyen terme. À bientôt.